toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence, réalisé par des adolescents. Aujourd'hui, Blanche, Inès, Marius, Rodrigue et moi-même, Gabriel, avons choisi d'aborder un sujet préoccupant, celui de l'addiction. L'addiction, c'est quelque chose de continu que tu n'arrives pas à contrôler. Ça peut être positif, tu peux être addict au livre, et être addict au livre, c'est bien, parce que tu te cultives et tu as du vocabulaire. Tu peux être accro à la malbouffe, ça c'est pas bien. Il y a ma sœur avec la mode, elle est trop passionnée par ça et c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais juste je trouve ça dommage. Pour moi, être addict, c'est quand on est dépendant d'une substance, souvent illicite. Moi je dirais que l'addiction c'est plutôt un truc, genre tu peux pas t'arrêter de le faire, c'est spontané, t'as le truc devant toi et t'as envie de le faire. C'est quand on fait une chose une première fois et que cette chose elle nous donne une sensation de plaisir, de bien-être, et que du coup on a un goût de reviens-y, et sauf que c'est un cercle vicieux, et pour moi c'est ça la définition de l'addiction. Pour mieux comprendre les risques de dépendance auxquels les adolescents sont exposés, nous nous sommes rendus à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, près de Paris, pour rencontrer un psychiatre, Laurent Carilla, spécialiste en addictologie, auteur d'essais sur le sujet tels que Addiction, dites-leur adieu aux éditions Mango en 2019. Il est aussi l'auteur d'un podcast intitulé Addiction qui propose de nombreux témoignages éclairant sur la question. Laurent Carilla, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Adorables et merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Tout d'abord, pouvez-vous définir ce qu'on entend par addiction ? Pensez-vous que le terme addict est employé correctement pour évoquer des comportements ou des consommations excessives ? L'addiction, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'on l'a toute la vie et il faut essayer de la stabiliser. Et l'addiction, si on peut la résumer en un mot, c'est la perte de la liberté de s'abstenir de faire quelque chose, de consommer un produit ou un comportement. Et on est dans un système où finalement on n'arrive plus à prendre les bonnes décisions, on n'est plus motivé et on a un peu perturbé des connexions de son cerveau, c'est pas irréversible. Et c'est vrai qu'on utilise le mot addiction pour tout et n'importe quoi. Maintenant, on dit je suis addict à toi, je suis addict, au chocolat, au sushi, je suis addict, à cette marque de fringues, etc. Donc non, addict, on est malade. Comment pourriez-vous différencier une addiction, par exemple, d'une habitude, d'une passion ou encore d'une obsession ? L'addiction, il y a un moyen mnémotechnique que j'utilise, c'est 5 fois la lettre C pendant 1 an. Donc le premier C, c'est de la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est un usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher d'eux. Le troisième C, c'est un mot anglais, c'est craving, c'est l'envie irrépressible de consommer, l'envie à crever de le faire. Le quatrième C, c'est un usage chronique, c'est quotidien, c'est régulier. Et le dernier C, c'est des conséquences sur sa vie, psychologique, physique, sociale, la famille, etc. Donc quand on a ces 5 C pendant au moins 1 an, on est dans l'addiction. Une habitude, c'est quelque chose qu'on va faire et qui ne va pas apporter préjudice. La passion, c'est que du positif en fait. Moi j'appelle ça une addiction positive. La passion, c'est que de la récompense, que du plaisir, que des émotions fortes, etc. Et l'obsession, on est focalisé que sur quelque chose et ça peut devenir pathologique. Est-ce qu'une addiction est forcément négative ? Une addiction, c'est une maladie, c'est négatif. Est-ce que l'addiction provient plutôt d'un état psychologique ou biologique ? En fait, c'est à la fois psychologique, à la fois biologique, et même c'est plus compliqué que ça. Il y a 5 facteurs à prendre en compte pour l'addiction. Le premier facteur, c'est notre développement personnel. C'est-à-dire que vous êtes en première terminale, vous êtes en train de développer votre cerveau qui va finir sa maturation vers 20-25 ans. Après, il y a des différences entre les garçons et les filles. Après, il y a comment se passe notre vie d'ado, de jeune adulte. Ça, c'est le développement personnel. Et ça interagit avec notre cerveau. Notre cerveau, c'est comment les circuits dans notre cerveau se connectent, comment ça s'adapte, etc. Ça interagit avec un troisième facteur, qui est le facteur psychologique. Donc notre tempérament, notre personnalité, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on est excité, est-ce qu'on aime le danger, etc. Et ça interagit avec la génétique, parce que dans notre famille, il y a des gens qui sont addicts ou malades, avec des maladies psychiatriques. Et ça interagit avec l'environnement. Et l'addiction, c'est vraiment une maladie de l'environnement. Et en fait, pour être addict, il faut que ces 5 facteurs-là interagissent ensemble, ils interagissent, mais de manière déséquilibrée. Peut-on parler d'addiction sans substance, donc d'addiction aux écrans, au shopping ou aux jeux d'argent par exemple ? Tu as une addiction à des substances, donc le tabac, l'alcool et les drogues illicites, et tu as une addiction à des comportements. Et d'ailleurs, je peux en parler, mon livre qui va sortir, qui s'appelle Docteur Addict ou pas, je parle des comportements, de nos comportements habituels qui peuvent basculer dans l'addiction en fait. C'est-à-dire, et donc tu peux aimer faire du sport, et tout d'un coup basculer dans l'addiction à l'exercice physique. Tu peux aimer manger,
et basculer dans l'addiction alimentaire. Tu peux aimer acheter, je sais pas, des habits, je sais pas, des chaussures, des sacs, ce que tu veux, et basculer dans l'addiction aux achats. Et en fait, tout ça, ces comportements, nos comportements peuvent devenir des sources d'addiction. Et on peut être addict, pas aux écrans, je déteste ce mot, mais à ce que l'écran va générer. Donc, aller sur des réseaux sociaux, aller jouer à des jeux d'argent, etc. Est-ce que tout peut générer une addiction ? Et dans ce cas, peut-on parler d'addiction à la littérature, par exemple, ou encore à une célébrité ? Oui, tu peux être addict à une célébrité, mais c'est positif. En fait, il faut partir du principe que si tu te dis addict, c'est que tu souffres. Si tu souffres, c'est négatif. L'addiction à la littérature, pour moi, c'est une addiction positive, en fait. Moi, je suis addict au métal, à la musique métal, c'est positif, j'ai que du plaisir. Quelles sont les principales addictions, notamment à l'adolescence ? J'ai envie de dire, c'est plutôt des comportements addictifs. À l'adolescence, on va expérimenter, on va goûter au tabac, à l'alcool, et il y a le cannabis qui va arriver. Donc vous allez goûter au gaz hilarant, au protoxyde d'azote, vous allez goûter à des boissons avec des opioïdes, vous allez goûter à des produits comme ça que les adultes ne connaissent pas trop. Et au niveau comportement, vous allez avoir la sexualité en ligne, vous allez beaucoup y aller, de plus en plus jeune d'ailleurs. Il y a pour certains les paris en ligne, plus les garçons que les filles. Il y a aussi les jeux vidéo en ligne. Et il y a ces éléments-là en fait, qui vont s'installer. Et en fonction de comment on est chacun, soit on va dériver, soit on va s'arrêter. Quelle est la cause principale de l'addiction ? Est-ce que c'est le plaisir ou est-ce que c'est le mal-être ? En fait, à la base, tu as raison de le dire, c'est le plaisir animal qui est dérouté en fait. Ce qui se passe, c'est que dans un processus, on va dire physiologique, il y a des comportements naturels qu'on a, manger, boire, aimer quelqu'un, faire l'amour avec quelqu'un, ça c'est les comportements de base. En fait, on a des systèmes dans le cerveau qui s'enchaînent. Et le premier système, c'est le système de récompense. Donc c'est du plaisir animal. Quand vous avez faim, vous faites quoi, vous ? Vous mangez. Donc ça, c'est le système de récompense qui dit ça. T'as faim, mange. Mais on n'est pas des animaux. Et il y a d'autres systèmes qui s'enchaînent. Et l'autre système après, c'est le système de mémoire et d'apprentissage. C'est quoi ? C'est, vous savez depuis que vous êtes petit ou petite, que quand vous avez faim, vous allez manger. Vous manifestez des signaux, on va vous donner à manger, il y a des heures pour manger, etc. C'est fixe. Donc mémoire, apprentissage. Il y a un troisième système qui intervient, c'est la motivation. La motivation, c'est comment je change mon comportement. Et il y a un autre système qui est hyper évolué chez nous, qui est le système de contrôle. Le système de contrôle, c'est, par exemple, vous ne commencez pas à vous lever, à vous déshabiller. Voilà, c'est le système de contrôle. D'accord ? Donc il y a contrôle, motivation, mémoire, apprentissage, récompense. Quand tu es addict, les circuits ne marchent plus ensemble. Donc tu as récompense et mémoire tout seul, motivation isolée, contrôle isolé. Tu as perdu ta motivation à changer ton comportement, tu n'as plus le contrôle et tu n'es que dans la récompense. Quand tu goûtes à un produit, de l'alcool, du tabac, du cannabis, de la coke, ce que tu veux comme produit, de la MDMA, n'importe quel produit, le premier effet que ça te fait, c'est du plaisir. Et c'est là où est le problème. Certains vont avoir des facteurs de risque d'addiction et ils vont casser leur circuit en fait. Mais à la base, tu ne consommes pas pour souffrir, tu consommes pour te faire plaisir. Et c'est ça le vrai problème. C'est un détournement du plaisir, l'addiction en fait. Il n'y a plus de plaisir dans la vie. Ceux qui répètent leur consommation, par exemple, prenez de la coke, c'est que du plaisir au départ, c'est que stimulant et il y a des descentes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En fait, le cerveau, lui, il n'enregistre que ça monte. Il n'enregistre pas ça descend. C'est pour ça que les addicts, quand ils sont en manque et ils ont envie de consommer, ils ont ce craving, le cerveau leur dit vas-y, attends, plaisir. Je vais vous raconter une histoire ce matin en consultation. J'ai un patient, lui, il consomme des produits pour avoir des rapports sexuels. Ça s'appelle du chemsex, chemical sexual. C'est-à-dire qu'il consomme des substances que pour de la sexualité complètement débridée, désinhibée totale. Et là, la semaine dernière, il n'est pas arrivé à aller au travail parce qu'il a consommé tout le temps et il a eu de la sexualité tout le temps pendant une semaine. C'est des marathons sexuels, mais il ne prend plus de plaisir. Il m'a dit c'était l'horreur, je ne pouvais pas aller bosser, j'ai loupé des rendez-vous importants, en plus il est hyper haut placé, c'était la catastrophe pour lui. Le cerveau, il n'enregistre pas ça. Le cerveau, il n'enregistre que de la sexualité débridée et les effets positifs des substances. Selon vous, les adolescents sont-ils particulièrement vulnérables aux addictions ? Ce qui est au centre des facteurs de risque d'addiction, c'est notre développement personnel. Comment se fait notre puberté ? On change, vous êtes d'accord, vous avez changé. Notre cerveau, il finit sa maturation totale à 25 ans. C'est-à-dire que tout ce que vous a apporté
de potentiellement addictogènes au cerveau, ça envoie comme des petits coups de marteau sur des régions du cerveau. Donc pour certains, si c'est plus fragile, ça casse. Et comme autre facteur important, il y a l'environnement. C'est tous les produits disponibles. Le tabac, c'est disponible. L'alcool, c'est disponible. Le cannabis, c'est disponible. La coke, c'est disponible, etc., etc. La MDMA, c'est disponible, etc. Vous avez déjà entendu parler de ça. Faites pas les mythos. Hein? Bon. Et à côté de ça, les comportements avec les smartphones. Porno, paris en ligne, j'achète, Vinted, tous ces trucs, d'accord? Tout ça, c'est accessible. Quand tu es ado, tu es plus vulnérable que quand tu es adulte. Si on te charge en expérimentation, c'est-à-dire que si tu goûtes un peu à tout, tu commences à trouver du plaisir quelque part, et tu te dis, il n'y a que ça qui me rend bien finalement. Donc tu continues à consommer, t'augmentes, et tu consommes tôt, et ben, tu es plus à risque d'addiction. Et les ados, c'est une population vulnérable. Moi, je vois en 5e, par exemple, mon fils peut me dire, putain, il y a plein d'élèves dans ma classe, ils font des soirées le samedi soir, qui fument la puff avec de la nicotine. Il y en a qui commencent à goûter à l'alcool tôt, hein, quand même, en soirée, le samedi. Hop, vous avez tous vu ça quand même. Vous allez pas me dire, vous n'avez jamais goûté. Il y en a un parmi la bande qui va se mettre à fumer un joint, et va dire, tiens, tu veux pas goûter, etc. Il y en a un qui va ramener un peu de proto, hop, proto, bim, bim, bim. Plus on est addict tôt, plus c'est sévère, plus c'est difficile à soigner, mais on va pouvoir soigner quand même. Est-ce que le comportement des parents est un facteur déterminant dans, comme vous l'avez dit, le développement personnel, et donc joue sur la probabilité de tomber dans une addiction? Le comportement des parents, ça rentre dans la case environnement des facteurs de risque. Donc oui, c'est hyper important. Le système d'éducation, c'est hyper important. C'est-à-dire l'entourage des parents, le comportement de consommation des parents, les habitudes des parents, la tolérance des parents vis-à-vis de la consommation de leurs enfants. Moi, il y a un truc qui est catastrophique, c'est, tu vois, quand les ados prennent leur première cuite, les parents, il y a des parents qui s'extasient en disant, ça y est, t'es un grand, mon fils ou ma fille, voilà, t'as pris ta première cuite. Et il y a un autre truc sur l'addiction, justement, avec ce mot, l'addiction à ce qu'il y a avec les écrans. Les parents sont responsables quand même de ce phénomène-là. Je veux dire, les parents ne montrent pas l'exemple sur cet élément-là. Ils peuvent dire ouais, ma fille, mon fils, il est scotché sur son smartphone, mais eux, ils sont aussi peut-être pires que ça. Donc les parents, c'est un petit facteur dans le gros facteur d'environnement. Et ça joue un rôle capital. La génétique joue-t-elle un rôle également? C'est un des 5 facteurs de risque dont on a parlé, en fait. Ça explique pas tout, ça explique 40 à 70% du problème. L'addiction, elle n'est pas liée à un seul facteur, elle est liée à ces 5 facteurs qui sont déséquilibrés. Ça, c'est pas parce que tu as quelqu'un dans ta famille qui est addict que tu vas être addict. Et est-ce que le milieu socio-culturel entre aussi en compte? C'est dans la case environnement. Tous les milieux socio-culturels sont touchés par les addictions. Il n'y a pas de différence. Et on l'a vu, moi ça fait maintenant un petit moment que je travaille sur ça, sur la cocaïne. Quand j'ai commencé mon internat, donc quand j'ai fini mes études à la fac, c'était au début des années 2000, la cocaïne, ça coûtait très cher au gramme. Et c'était surtout une élite sociale qui la consommait. Donc c'était le show business, on appelait ça la drogue dorée en fait. Show business, la politique, les milieux aisés. D'accord ? Et en fait, il y a eu une bascule des prix de cocaïne parce que les dealers, les trafiquants ont compris qu'ils pouvaient gagner plus en baissant les prix. Donc les prix ont chuté de 50% à partir des années 2000 et ça touche toutes les classes sociales. Selon vous, quels sont les principaux dangers des addictions sur le plan relationnel, physique et aussi psychologique? Ah oui, c'est une question large. Je vais commencer par psychologique. Les addictions aux substances et aussi au comportement, ça peut entraîner de la dépression, des troubles anxieux, de l'anxiété, des troubles du sommeil. Et avec les substances, on peut avoir aussi des troubles délirants au sens psychiatrique du terme. On va délirer, on va entendre des voix, etc. Il y a un risque suicidaire qui est majeur chez les addicts aussi. Et plus on consomme de substances, plus c'est augmenté. Donc on a ces éléments-là sur le plan psy. Sur le plan physique, ça va vraiment dépendre des substances. Mais par exemple, si on prend le cannabis, ça va entraîner, on fume, et en fait, que ce soit du tabac, du cannabis ou une autre drogue, la combustion d'un produit, ça entraîne du monoxyde de carbone et d'autres substances qu'il y a dans les produits, et ça va agir sur les artères et les muscles. Et notre plus gros centre artériel, c'est quoi? C'est le cœur et notre cerveau. Donc il y a des risques d'accidents cardiaques, des risques d'accidents cérébraux, par exemple. La cocaïne, en prendre une fois, il y a un risque multiplié par 24, une heure après, de faire un arrêt cardiaque. MDMA, dès la première prise, il y a un risque pour la santé, on peut mourir. Pardon, qu'est-ce que c'est la MDMA? L'ecstasy. Ah ok. On peut mourir dès une prise. La MDMA, selon les personnes, on ne sait pas. Ça entraîne des fièvres massives, et on se retrouve en réa, et on peut mourir. Et de l'autre côté, la MDMA, ça peut entraîner une atteinte du foie qui est foudroyante, et on meurt.
alcool et boissons énergisantes. On a l'impression, en mélangeant les deux, de ne pas être ivre. Et si on vous fait une alcoolémie, on mesure votre taux d'alcool dans le sang, ben vous êtes super positif. Et si vous avez une alcoolémie élevée, ben vous avez des risques. Si vous prenez, je sais pas, votre trottinette, votre vélo, votre scooter, votre voiture, dans la rue, avec une fille, avec un garçon, il y a des risques, quoi. Et sur le plan relationnel? Sur le plan relationnel, quelle que soit l'addiction, il va avoir un impact sur toi. Donc tu vas moins bosser, tu vas moins bien dormir, tu vas être moins performant. Ça va avoir un impact sur ta vie de couple, si tu es en couple. Ça va avoir un impact sur ta vie de famille et ton travail. Et à quel moment faut-il s'inquiéter des risques encourus? Moi, il y a un mot technique, 5C. Tu as les 5C pendant au moins une année, tu es addict. Si tu es addict, tu es malade. Si tu es malade, il faut te faire soigner. Perte de contrôle, usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher d'eux. Le craving, c'est un mot anglais, l'envie irrésistible de consommer. Un usage chronique, régulier. Et des conséquences sur ma vie, sociale, physique, psychologique, pendant au moins 1 an. En dessous d'1 an, on ne pourrait pas dire que c'est une addiction? Non. C'est un comportement excessif. Qui a des risques, hein. Un comportement excessif, il y a des risques. Tu peux aller en soirée, boire beaucoup, aller en soirée, fumer un stick, etc. Et hop, tu prends ton scooter et tu t'éclates. C'est un risque, c'est des consommations excessives. Par rapport au fait qu'une addiction, c'est uniquement après 1 an, est-ce qu'il y a des méthodes différentes pour contrôler un comportement excessif? Bien sûr. Vous, les ados et les jeunes adultes, vous aimez le binge drinking. Le binge drinking, c'est on se retrouve tous et on se challenge. Et l'idée, c'est d'être bourré le plus vite possible. Vous connaissez ces soirées, vous en faites. Oui. D'accord, donc on va être bourré le plus vite, c'est super drôle, etc. C'est challengeant. L'idée, c'est, moi, je crois maintenant, je vais aller en soirée, mais je vais peut-être pas faire du binge avec mes potes. Quoi. C'est ça l'idée. Ou je vais boire, mais je vais boire différemment. Et je vais peut-être pas mélanger les consos. C'est-à-dire, je vais peut-être pas mélanger de la vodka pomme avec... je vais tirer sur un terre vite fait comme ça. Donc c'est ça le truc. Maintenant, si on prend l'exemple, le cannabis, sa légalisation comporte-t-elle un risque croissant d'addiction ou va-t-elle banaliser ce produit au point de réduire son attrait? Tout à l'heure, je vous ai dit, le cerveau, il mature à 25 ans. Donc s'il y a légalisation, c'est après 25 ans déjà. C'est en l'absence de pathologies psychiatriques, parce que ça aggrave les pathologies psychiatriques, en l'absence de conduite automobile aussi. Donc il y a vraiment des critères qui doivent être bien ciblés pour cette légalisation contrôlée. Tout le système de production doit être vraiment enchaîné et drivé par une politique gouvernementale. Selon vous, quel type de prévention fonctionne le mieux? Par exemple, faire la morale ou faire peur? Est-ce que ce sont des bonnes méthodes pour Non, c'est des méthodes nulles. Faire la morale, ça ne sert à rien. Juger les gens, culpabiliser les gens, ça ne sert à rien. En fait, c'est contre-productif. En psychologie, on dit que tu rends les gens résistants. Quand tu deviens résistant face à ce qu'on te dit en face de toi, c'est encore pire pour changer sa motivation. Comment aider un proche qui refuse de voir la gravité potentielle de son comportement et qui se met en mode résistant? Ouais. Déjà, il ne faut pas rompre le dialogue. Il faut maintenir le dialogue et il ne faut pas cibler notre dialogue sur que ses consommations. C'est ça, hein, puisqu'il est dans le déni, il est résistant, etc. Donc l'idée, c'est de l'accompagner d'échanger avec lui sur tout ce qu'il y a autour de lui. C'est genre, quels sont tes problèmes? J'ai vu que tu avais changé, tu vas peut-être pas bien, tu dors moins bien, ça va. Tu vois, c'est ces éléments-là de vie globale. Et après, c'est tout doucement l'amener sur, ça serait peut-être pas mal de faire un petit bilan de santé. Tu vois, on va tous faire un bilan de santé, ce serait peut-être pas mal de faire un bilan de santé, de voir le médecin, par exemple le médecin généraliste, qui est le premier acteur. Après, c'est un jeune, dans ta question, ou un adulte? Un jeune. Un jeune. Après, il y a des consultations qui s'appellent consultations jeunes consommateurs, qui sont ciblées pour les jeunes. Alors lui, il peut dire, moi, j'ai aucun problème, je n'y vais pas. Mais toi, en accompagnant, tu peux aller dans cette consultation pour avoir aussi d'autres guides qui vont t'aider à l'amener tout doucement à se faire aider. Mais souvent, il faut l'accompagner. Mais surtout pas parler de « arrête de consommer, t'as aucune volonté », tous ces mots-là, ça... Comment faire quand ce sont au contraire nos amis qui ont une mauvaise influence sur nous? Est-ce qu'on va couper les ponts avec eux pour se préserver? C'est difficile de se dire je vais couper les ponts avec mes amis, ça dépend du degré d'amitié. Mais c'est vrai que si c'est des amis très délétères, il vaut mieux aller voir ailleurs, il y a plein d'autres amis sympas. Est-ce que selon vous, les ados sont suffisamment informés des risques liés aux addictions? Non. Dans le programme d'éducation nationale, là, on ne vous parle pas beaucoup d'addiction dans les cours de biologie par exemple. En éducation civique, je ne sais pas s'il y a un module addiction. C'est insuffisant en fait. Et il faut faire différemment. Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'une addiction et peut-on y arriver tout seul? Tout seul, c'est difficile quand on est malade. Tu vois, parce que
L'addiction, je te dis, c'est une maladie chronique, c'est une maladie que tu as tout le temps. Tu vois, c'est comme si tu avais de l'asthme. Quand tu as de l'asthme, tu vas voir ton médecin généraliste qui va t'envoyer chez un pneumologue, qui va te faire des examens, qui va te donner un traitement. Tu vas prendre longtemps, à des heures fixes, etc. Tu vas être suivi régulièrement. Tu vas refaire le point année après année. Et en fait, l'addiction, c'est comme ça, en fait. L'addiction, c'est pareil que l'asthme. Il faut que tu aies un long suivi, des traitements et différents partenaires qui interviennent. Tu peux t'en sortir, mais il faut être dans un programme de soins où il y a plusieurs intervenants. Pour vous, ce serait quoi la parfaite prévention contre les addictions ? C'est de l'information à 2 étages. C'est quoi ? C'est prendre un niveau de collège, leur donner des informations générales, en utilisant leur langage et en utilisant leur système de pensée. Et le soir même, c'est leurs parents, leur donner les mêmes informations mais différentes. Vous montrez quelqu'un qui a une trachéotomie, qui a un trou dans la gorge à cause du tabac, ça n'a aucun impact sur vous. Donc ces messages-là, vous montrez des poumons tout noirs, ça n'a aucun impact sur vous. C'est l'impact sur moi, sur ma grand-mère, etc. Bon, là, mais voilà, il y a ces éléments-là. Mais vous, ça n'a pas d'impact. Donc il y a ces messages-là aussi. Et la première prévention, à mon sens, ça doit commencer vers 9 ans. Les informations, c'est ciblé. Hein. C'est pas à 9 ans, on ne va pas leur raconter quand tu prends de la coke, etc. C'est pas ça. Hein. C'est à 9 ans, c'est en fonction de leur système. Mais à 9 ans, il faut parler d'alcool et d'écran. En première, c'est un peu trop tard, mais on peut parler de gérer les soirées, gérer les consos, etc. Plein de choses, mais c'est en plusieurs étapes. Quand on envoie ses enfants en soirée, on sait qu'ils vont consommer. Mais il faut leur dire, il va y avoir de l'alcool, etc. Consomme, mais essaye de ne pas dépasser un certain seuil déjà. Ne bois pas tout enchaîné. Et limite ta consommation. N'oublie pas de manger, de boire du soft entre. Il y a ces éléments-là. T'es pas obligé de fumer un joint s'il y a un joint qui circule. Il n'y a que ces éléments-là qu'on peut dire en soirée. Quand on interdit, ça ne marche pas. Et après, les risques, on peut leur rappeler. Les risques, c'est accident sur la voie publique, tomber, se chuter, une bagarre, une mauvaise bagarre qui tourne mal, et un rapport sexuel qui n'est pas désiré. Il y a ces éléments-là. Il faut rappeler aussi les notions de consentement, etc., sous-produits. Donc, le coma éthylique, les risques, c'est une intoxication avec du cannabis ou avec du protoxyde d'azote, du gaz hilarant. Je le dis, j'insiste parce qu'il y en a de plus en plus. Et on sait très bien que ce gaz hilarant, il est super neurotoxique et on peut avoir des accidents neurologiques. Là, les jeunes qui sont hospitalisés ont 18 ans. Donc c'est pour dire, et ils étaient en soirée. Quoi. Je ne vais pas te demander sur les pornos, je sais que t'en vois. Mais le porno, tu es d'accord qu'en 3 secondes, tu peux en voir là-dessus. Tu es exposé de plus en plus tôt, et donc comme on l'a dit tout à l'heure, plus tu es exposé tôt, plus il y a un risque. Et vous, votre génération, vous y allez, et on a vu dans les enquêtes, c'est d'abord vous y allez pour avoir une éducation sexuelle quand même. Ouais. C'est ça le premier truc. Ça veut dire que l'éducation sexuelle, elle est insuffisante faite à côté. Donc tu vois, il y a cette éducation à avoir, et ça c'est de la prévention. Alors pour que les parents parlent avec leurs enfants de porno, ça c'est un autre problème. Merci beaucoup Laurent Carilla d'avoir répondu à toutes nos questions qui, nous l'espérons, auront été utiles pour tous les adolescents qui nous écoutent. J'espère. Je renvoie les auditeurs à votre podcast Addiction, avec un K. Avec un K évidemment, mais aussi vers les centres d'addictologie qui permettent de trouver des informations et surtout une aide en cas de besoin. Je remercie Blanche, Marius, Inès, Rodrigue pour leur présence, Élise Cran pour le logo et Thomas Albessard pour la musique de l'émission, Nathalie Anton qui nous a aidé à construire ce projet, et l'école alsacienne sans qu'il n'aurait pas pu exister. À bientôt. À bientôt.